Okay. Bien, Monsieur le Président, cher Volodymyr, Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux une nouvelle fois d'accueillir à Paris le Président Volodymyr Zelensky pour une riche séquence qui a débuté hier soir avec un entretien bilatéral approfondi et s'est poursuivi ce matin avec une nouvelle réunion de la coalition des volontaires que nous avons coprésidée avec le Premier ministre Keir Starmer et à l'issue de laquelle nous avons eu un nouvel échange avec le président Donald Trump. Notre objectif est simple, d'abord de souligner que, comme j'avais pu le dire à la Maison-Blanche le 18 août dernier, le camp de la paix est à Washington, à Kiev et dans toutes les capitales d'Europe et chez tous les alliés de cette coalition des volontaires. Nous sommes 35 aujourd'hui autour de cette table. Ce sont ceux qui ont réagi à la guerre d'agression russe et ce sont ceux qui veulent aujourd'hui une paix juste et durable. Et rappelons obstinément les faits qui sont têtus. C'est la Russie seule qui a choisi la guerre en 2022, comme elle l'avait fait en 2008 en Géorgie, comme elle l'avait fait en 2014 en Crimée et dans le Donbass. C'est la Russie seule qui choisit aujourd'hui de la poursuivre et même de l'intensifier avec le consentement parfois plus que tacite de beaucoup de partenaires. L'Ukraine, elle n'a pas choisi la guerre. Elle a aussi accepté la proposition du président Trump d'un cessez-le-feu inconditionnel dès le 11 mars dernier à Riyad. Depuis, la Russie n'a eu de cesse de multiplier les faux-semblants, les fausses ouvertures, les manœuvres dilatoires en essayant de gagner du temps, en s'accrochant aux mêmes éléments de langage éculés, aux mêmes objectifs révisionnistes, impérialistes, cherchant à limiter la souveraineté de ses voisins. La Russie n'a pas fait que tenter de gagner du temps, elle s'est aussi accrochée à cette volonté de guerre permanente en intensifiant ses attaques contre les civils en Ukraine, comme ces derniers jours et ces dernières semaines l'ont montré, avec des bilans très lourds et inacceptables, en continuant de lancer ses troupes et celles supplétives d'un pays qui est au banc de la communauté internationale pour gagner quelques kilomètres carrés supplémentaires au prix de pertes inouïes. On ne connaît pas le bilan précis de cette guerre, mais on sait que la Russie a perdu dans son dessein plus d'1 million de soldats, tués ou blessés, pour conquérir moins d'1% du territoire ukrainien depuis novembre 2022. Et, ajouté à cela, la Russie, évidemment, n'a pas le droit avec elle. L'objectif donc de ce sommet et de la réunion d'hier était de mettre les facteurs de la négociation dans le bon ordre. Le problème, je viens de le rappeler, c'est Moscou et cette guerre d'agression. Et en exigeant au préalable à toute discussion de paix le retrait des armées ukrainiennes d'un territoire à peu près équivalent à celui qui a coûté près de 250 000 morts et 1 million de soldats hors de combat à la Russie, elle formule évidemment une idée qui est illégale, immorale et impossible. Et donc, ce que nous défendons depuis le début est que la discussion n'est envisageable que si de très fortes garanties de sécurité sont offertes aux Ukrainiens et que si celles-ci sont la condition pour accompagner un cessez-le-feu ou un accord de paix ou un armistice. Et je veux le dire ici aujourd'hui, après les engagements qui ont été pris à Washington à la mi-août par les Européens qui étaient présents, puis engageant toute la coalition des volontaires, nos chefs d'état-major des armées et nos ministres de la Défense ont mené un travail extrêmement intense, en coordination étroite avec les Américains et l'OTAN, et je peux vous dire aujourd'hui que nous sommes prêts. Cette coalition des volontaires, qui s'est établie le 17 février de cette année, ici même à Paris, venant poursuivre d'ailleurs ce que nous avions ouvert dans nos travaux de février 2024 ici même, cette coalition des volontaires, qui est une coalition de paix, a aujourd'hui en effet mis sur la table et clarifié avec un engagement militaire et politique la contribution des 35 membres afin justement d'apporter ces garanties de paix et de sécurité à l'Ukraine. Celle-ci vise d'abord à ce que dans la négociation, il n'y ait aucune limitation de format ou de capacité pour l'armée ukrainienne. C'est ce que nous défendons, ce que nous défendrons jusqu'au bout. Et nous nous sommes donc mis en capacité d'apporter les moyens d'une régénération de l'armée ukrainienne pour qu'elle puisse non seulement résister à toute nouvelle attaque, mais dissuader la Russie de toute nouvelle agression. C'est le premier pilier des garanties de sécurité, le plus important, le plus indispensable. Et donc nous avons rassemblé les contributions de tous les pays.
Le deuxième élément de ces garanties de paix et de sécurité, c'est ce qu'on a appelé les forces de réassurance. En effet, nous avons aujourd'hui 26 pays qui formellement se sont engagés, plusieurs autres encore à clarifier leur position, mais 26 pays qui se sont engagés à déployer comme force de réassurance des troupes en Ukraine ou à être présents sur le sol, en mer ou dans les airs pour apporter cette réassurance au territoire ukrainien et à l'Ukraine le jour d'après le cessez-le-feu ou la paix. Cette force n'a pas pour volonté ou pour objectif de mener quelques guerres contre la Russie, mais c'est une force qui doit garantir la paix et apporter très clairement un signalement stratégique. Elle se déploiera dans le cadre d'un cessez-le-feu, pas sur la ligne de front, mais dans des géographies qui sont en train d'être définies, mais elle vise à prévenir toute nouvelle agression majeure et à impliquer les 26 États très clairement dans la sécurité durable de l'Ukraine. Nous avons, à l'issue de ce sommet, décidé de lancer maintenant les travaux politiques et juridiques pour décliner ces garanties de sécurité. L'ensemble des pays de la coalition avec l'Ukraine. Et nous avons ensuite tenu un appel avec le président Trump, où nous avons pu établir tout cela. Les conclusions de cet appel sont simples. Dans les prochains jours, nous allons finaliser le soutien américain à ces garanties de sécurité. Les États-Unis, comme je l'ai dit, ont été impliqués dans toutes les étapes du processus, et je veux remercier évidemment que ce soit les militaires ou les civils et responsables politiques qui ont mené ces travaux. Et donc nous finaliserons dans les prochains jours le soutien américain, mais il a été clair maintenant que l'ensemble des membres de la coalition des volontaires européens, mais aussi asiatiques, membres du Pacifique ou canadiens, ont pris leurs responsabilités. La deuxième chose, c'est que nous avons aussi décidé de coordonner nos actions en matière de sanctions primaires et secondaires pour être plus efficaces et arrêter l'effort de guerre russe. Et c'est le fruit de la discussion que nous avons également conduite avec le président Trump à l'instant. Maintenant, les prochaines étapes sont simples. Il y aura des contacts à nouveau entre Américains et Russes. Et nous sommes tous avec une volonté claire, c'est que les rendez-vous qui ont été décidés, sur lesquels les Russes se sont engagés il y a plusieurs semaines, deviennent une réalité. Le sommet bilatéral physique entre les deux présidents et le sommet trilatéral et quadrilatéral que nous appelons de nos vœux. Si la Russie continue de refuser les discussions de paix concrètes, ce qui est la seule conclusion qu'on peut tenir de ces choix et des options répétées depuis le mois de mars dernier, alors nous prendrons des sanctions additionnelles en lien avec les États-Unis d'Amérique et apporterons des réponses claires à ce refus d'avancer. C'est aussi ce que le président Trump a exprimé tout à l'heure à l'occasion de cet appel. Notre objectif, parce que nous avons toujours été du côté du droit, d'une vraie paix, c'est-à-dire d'une paix juste et durable, c'est que l'Ukraine soit rétablie dans ses droits, qu'il n'y ait pas de prime à l'agression et que la violation du droit international ne puisse être consacrée ni acceptée. Il en va du respect du droit international, de la sécurité de l'Ukraine, mais également de notre sécurité à tous. Je le redis ici avec beaucoup de clarté. Je veux remercier les chefs d'État et de gouvernement qui étaient présents aujourd'hui à Paris, mais aussi toutes celles et ceux qui se sont joints à ces efforts, ainsi que la présidente de la Commission européenne, le président du Conseil européen et le secrétaire général de l'OTAN qui étaient avec nous. Je veux ici aussi rappeler que les garanties de sécurité que nous avons finalisées à l'occasion de ce sommet et endossées politiquement sont très clairement compatibles avec toutes les planifications de l'OTAN et la sécurité du flanc Est de notre organisation. Elles ne viennent pas en soustraction de celle-ci, et ceci a été rendu clair pour l'ensemble des membres. Voilà, vous l'avez compris, les prochains jours permettront donc de finaliser ces travaux sur les sanctions d'une part, sur le soutien américain d'autre part, mais ils doivent aussi conduire à accroître la pression sur la Russie pour qu'elle vienne autour de la table enfin mener ces discussions de paix. Cher Volodymyr, Président, la parole est à vous. Дуже дякую, дорогі Еммануелю, дорогі друже, шановний пане президенте, усі присутні. Передусім я дякую тобі за таку організацію на високому рівні, зустрічей, за вчорашню нашу
зустріч і багатогодинну зустріч наших команд щодо підтримки України, наших кроків, гарантій